Pour comprendre l'univers, vous devez explorer l'univers. C'est ce qui nous motive à accélérer l'avenir de l'humanité. Pour comprendre l'univers et étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Nous avons une annonce extrêmement importante à vous faire. Il s'agit de loin du chèque le plus colossal de l'histoire. Cela va vraiment nous faire passer au niveau supérieur, un niveau que la plupart des gens n'envisagent même pas en ce moment. C'est ce que j'appellerais un problème hors contexte. Ça ne fait pas partie de leur réalité. Nous allons donc ajuster ce contexte de quelques ordres de grandeur. C'est un effort conjoint. J'appuie sur le bouton, mais le bouton ne fonctionne pas. Ah, voilà, parfait. Nous aspirons à devenir une civilisation galactique. Je pense que l'avenir que la plupart des gens trouveront le plus passionnant est celui où nous serons là-haut, parmi les étoiles. Un avenir où nous ne serons pas éternellement confinés à une seule planète, où nous deviendrons une espèce multiplanétaire, comme dans les meilleures œuvres de science-fiction que vous ayez pu lire, comme Star Trek ou Ian Banks. Star Trek or Ian Banks. Asimov ou Heinlein. Et nous voulons que ça devienne réalité. Ouais, pas seulement de la fiction. Transformer la science-fiction en réalité. C'est cet avenir glorieux et passionnant que j'attends avec impatience. Et cela vaut la peine de se demander comment on pourrait évaluer les civilisations. Vous savez, il y a ce physicien des années 60, Kardashev, qui a réfléchi de manière globale à la façon de considérer une civilisation donnée. Et il a dit, bon, si vous êtes de type 1, vous utilisez surtout l'énergie de votre planète. Et nous avons en fait encore un long chemin à parcourir pour être véritablement de type 1. Nous n'utilisons encore qu'une infime fraction de l'énergie solaire qui atteint notre planète. Ouais, voilà. Mais la Terre ne reçoit qu'environ 1/2 milliardième de l'énergie du Soleil. Donc le Soleil est vraiment énorme. Le Soleil représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Parfois, les gens me demandent « Qu'en est-il des autres sources d'énergie sur Terre, comme la fusion ?» Eh bien, c'est malheureusement très marginal. Car le Soleil représente 99,8% de la masse du système solaire. Jupiter représente environ 0,1% et la Terre est dans la catégorie d'hier. C'est Carl Sagan, je crois, qui disait que la Terre est comme un minuscule grain de poussière dans une vaste obscurité, très très petite.
Le Soleil est immense. Donc, pour vraiment développer une civilisation, il faut développer l'énergie dans l'espace. C'est inévitablement vrai, car nous ne captons qu'une infime partie de l'énergie solaire sur Terre, simplement parce que nous sommes qu'un minuscule grain de poussière. Une autre façon de voir les choses, c'est que la production d'électricité sur Terre, pour l'ensemble de la civilisation, ne représente qu'un billionième de l'énergie du Soleil. Ce qui signifie que si on multipliait par millions la production d'énergie de notre civilisation, on n'atteindrait toujours qu'un millionième de l'énergie solaire. C'est fascinant d'y penser, de voir à quel point nous sommes minuscules à l'échelle de l'univers. Parce que quand on considère les choses dont les gens discutent et les broutilles, quand on considère l'immensité de l'univers, et donc je pense qu'il est vraiment important de considérer l'immensité de l'univers et ce que nous pouvons faire qui soit bien plus grand que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Plutôt que de s'inquiéter de petites querelles terrestres, ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Nous voulons être une civilisation qui s'étend dans la galaxie avec des vaisseaux spatiaux pour que n'importe qui puisse aller où il veut, n'importe quand. Ce serait épique. Et avoir une ville sur la Lune, des villes sur Mars, peupler le système solaire et envoyer des vaisseaux vers d'autres systèmes stellaires, ça me semble être le meilleur avenir possible. Et pour ce faire, nous devons exploiter l'énergie du Soleil. Donc un terafab, même si c'est énorme, un terawatt de calcul par an est énorme selon nos critères de civilisation. Ce n'est qu'une étape, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour être une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev. Et on n'est même pas sur les radars pour une Kardashev 3. C'est donc quelque chose de très grand selon les standards humains actuels. Mais ça reste petit dans l'ordre des choses, et c'est très difficile pour les humains. Donc, atteindre cet objectif très difficile nécessite vraiment la combinaison des efforts de SpaceX, xAI et Tesla, travaillant de concert pour créer ce projet épique qu'est le Terafab. Et Tesla, xAI et SpaceX ont tout accompli des choses incroyables qu'on ne pensait pas réalisables auparavant. Il y a l'usine Giga Texas ici, il y a le robot Optimus qui est en cours de fabrication, il y a un réseau mondial de superchargeurs. C'est vraiment beaucoup. Et il n'y a pas si longtemps, les gens pensaient que les voitures électriques ne mèneraient à rien. Et il n'y avait pratiquement aucune voiture électrique en vente quand Tesla a démarré. Les gens disaient que c'était impossible, et aujourd'hui, Tesla fabrique 2 millions de voitures électriques par an. Ensuite, xAI, bien que ce soit une nouvelle entreprise qui ne fait pas partie de SpaceX, a aussi construit le premier cluster de calcul à l'échelle du gigawatt, et ce, en un temps record. Jensen Huang, de chez NVIDIA, a confié qu'il n'avait jamais rien vu se construire aussi vite de toute sa vie. C'est donc un super compliment de la part de NVIDIA. Et puis SpaceX, eh bien, je suppose que vous pouvez lire ça par vous-même et que vous êtes déjà au courant. Je veux parler des fusées réutilisables. Les gens disaient que ce n'était pas possible. Et que même si on y arrivait, ça ne serait pas rentable économiquement. Du coup, on l'a fait, et on a réussi à les rendre rentables. Et aujourd'hui, on compte plus de 500 atterrissages réussis. Après ça, on a lancé le Falcon Heavy, et maintenant on bosse sur le Starship. Et le Starship est vraiment une pièce maîtresse du puzzle, parce que pour passer à l'échelle supérieure en matière de calcul et d'énergie, il faut se tourner vers l'espace, ce qui veut dire qu'il faut y envoyer des charges utiles massives, et c'est le Starship qui va rendre ça possible.
Cela vous donne une idée de l'échelle. Nous avons Optimus ici pour donner l'échelle. Optimus there, Optimus for scale. Optimus mesure environ 1,80 m, ce qui vous donne une idée de la taille de la fusée Starship V3. Le Starship V4 sera en fait beaucoup plus long. Le Starship V4 fera paraître le Starship V3 plutôt petit. Starship V3 look kind of short. Nous allons étendre la capacité du Starship V3 à 200 tonnes de charge utile en orbite, par rapport aux 100 tonnes initiales du V3. Ensuite, vous pouvez voir une approximation grossière de l'AISAT, la version mini de l'AISAT. The mini version of the AISAT. Cela représente environ 100 kW, montrant les panneaux solaires et le radiateur à l'échelle. Pour une raison quelconque, il y a eu un débat étrange sur les radiateurs dans l'espace. On peut affirmer que SpaceX sait comment gérer la dissipation thermique dans l'espace avec 10 000 satellites en orbite. Nous en savons un rayon sur le sujet. Vous pouvez constater que le radiateur est en fait assez petit par rapport aux panneaux solaires. Nous l'appelons le mini-satellite puisque ce n'est que 100 kW. Nous prévoyons que les futurs satellites atteindront probablement la gamme du mégawatt. Afin d'atteindre le térawatt de puissance de calcul par an, il faut envoyer environ 10 millions de tonnes en orbite par an à raison de 100 kW par tonne. Nous sommes convaincus que c'est faisable. Aucune nouvelle physique ni aucune prouesse impossible ne sont requises pour y parvenir. Je suis convaincu que SpaceX parviendra à envoyer 10 millions de tonnes en orbite par an. Ensuite, nous développons jusqu'à 1 térawatt d'énergie solaire. Cela résout le problème de la production d'énergie solaire. L'ingrédient clé manquant est donc 1 térawatt de puissance de calcul. Cette annonce concerne la résolution de ce manque fondamental. Pour vous donner une idée de ce dont nous parlons, la production actuelle de puissance de calcul pour l'IA est d'environ 20 gigawatts par an. Ce graphique explique pourquoi nous devons construire le Terafab. This chart explains why we need to build the Terafab. Le reste de la production mondiale représente environ 2% de ce dont nous avons besoin. 2% of what we need. So if you add up all the fabs on Earth combined, they're only about 2% of what we need for the Terawatt project, or Terafab project. Et donc, pour y remédier, nous annonçons aujourd'hui le projet Terawatt, ou projet Terafab. Pour être clair, nous sommes très reconnaissants envers notre chaîne d'approvisionnement actuelle, à savoir Samsung, TSMC, Micron et d'autres. Nous aimerions qu'ils se développent aussi rapidement que possible, et nous achèterons toutes leurs puces. And we would like them to expand as quickly as they can, and we will buy all of their chips. Je leur ai dit exactement ces mots. Mais il y a un rythme maximal de développement avec lequel ils sont à l'aise. Et ce rythme est bien inférieur à ce que nous souhaiterions. Donc, soit nous construisons la Terafab, soit nous n'aurons pas de puces. Et nous avons besoin de puces, alors nous allons construire la Terafab. Nous commençons par une usine de technologie de pointe ici, à Austin. Je crois que le gouverneur Abbott est dans le public. J'aimerais remercier le gouverneur Abbott et l'État du Texas pour leur soutien. So in the Advanced Technology Fab, dans cette usine de technologie de pointe, nous aurons tout l'équipement nécessaire pour fabriquer n'importe quel type de puce, logique ou mémoire. Et nous aurons également tout l'équipement nécessaire pour fabriquer les masques de lithographie. Ainsi, dans un seul bâtiment, nous pourrons créer un masque de lithographie, fabriquer la puce, la tester, puis fabriquer un autre masque, et avoir une boucle récursive incroyablement rapide pour améliorer la conception de la puce. À ma connaissance, cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Un endroit où vous avez tout ce qu'il faut pour construire la logique, la mémoire, faire l'assemblage et le tester, puis fabriquer les masques, les améliorer et continuer de boucler. Nous n'allons pas seulement y faire de l'informatique conventionnelle. Je pense qu'il y a de nouvelles approches physiques très intéressantes qui, j'en suis convaincu, fonctionneront. Ce n'est qu'une question de temps. Cela va vraiment repousser les limites de la physique dans l'informatique. Et nous allons essayer un tas de choses complètement folles, ce qui est possible si vous avez cette boucle d'itération rapide. Je ne saurais trop insister sur l'importance de pouvoir fabriquer une puce, la tester et recommencer. On pourrait donc potentiellement arriver à une situation où l'on a des millions de développeurs qui collaborent activement sur ce type d'amélioration récursive. Et notre système d'amélioration récursive, avec un tel cas de figure, est probablement un ordre de grandeur au-dessus de tout le reste. Yeah. Donc, grosso modo, on s'attend à fabriquer deux types de puces. L'une sera optimisée pour l'inférence en périphérie. Elle sera donc principalement utilisée dans les Optimus et les voitures, mais surtout dans les Optimus, parce que je m'attends à ce que la production de robots humanoïdes soit 10 à 100 fois supérieure au volume de voitures. Sachant que la production mondiale de véhicules est d'environ 100 millions par an, je prévois que la production de robots humanoïdes se situera entre 1 et 10 milliards d'unités par an. Ça fait beaucoup. Donc oui, l'objectif de Tesla est d'en fabriquer un pourcentage très important. Et puis, on a besoin d'une puce très puissante, conçue pour l'espace, qui prenne en compte l'environnement beaucoup plus rude de l'espace, où l'on trouve des ions et des photons à haute énergie, ainsi qu'une accumulation d'électrons. L'espace est un environnement hostile. Il faut donc concevoir et optimiser la puce pour ce milieu, et on veut généralement la faire tourner à une température un peu plus élevée qu'une puce sur Terre, pour minimiser la masse du radiateur. Il y a tout un tas de contraintes qui font qu'on conçoit les choses différemment pour l'espace et pour la Terre. Et pour ce qui est du calcul spatial, je pense qu'il représentera la grande majorité du calcul global, parce qu'on est limité en énergie sur Terre. Je pense donc qu'on sera sûrement sur 100 à 200 gigawatts par an de puces terrestres et probablement de l'ordre d'1 terawatt de puces dans l'espace. Juste à cause des contraintes énergétiques au sol, c'est sans doute comme ça que ça va se finir. L'espace a l'avantage d'être toujours ensoleillé. C'est vraiment pas mal. Je pense vraiment que le coût de l'IA et de son déploiement dans l'espace baissera sous celui de l'IA terrestre bien plus vite qu'on ne l'imagine. Je dirais qu'il faudra peut-être que 2 ou 3 ans avant que ça coûte réellement moins cher d'envoyer des puces d'IA dans l'espace plutôt que de s'en servir sur Terre. Parce que dans l'espace, on n'a pas vraiment besoin de batterie, vu qu'il y a toujours du soleil. Et l'énergie solaire, on va en capter au moins 5 fois plus, voire plus, dans l'espace par rapport au sol. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'atténuation atmosphérique, de cycle jour-nuit ou de saison. Et on est toujours parfaitement aligné avec le soleil. Donc là, on maximise à fond l'énergie solaire. D'ailleurs, le solaire spatial coûte moins cher que le terrestre, parce qu'il n'y a pas besoin de verre lourd ou de cadre pour le protéger des événements météo extrêmes. Du coup, dès que le coût de la mise en orbite chute, ça devient tout de suite hyper logique de mettre l'IA dans l'espace. C'est carrément une évidence en fait.
De plus, en allant dans l'espace, on profite d'économies d'échelle et ça devient de plus en plus simple avec le temps. Alors que si on essaie de mettre toujours plus de puissance sur Terre, on finit par manquer de place. Et on commence par griller les spots les plus faciles. Et après, on a droit au syndrome NIMBY niveau supérieur. Personne ne veut de ce truc dans son jardin. Donc en vrai, augmenter la puissance sur Terre devient plus galère et plus cher avec le temps, alors que dans l'espace, ça devient moins cher et plus facile. Ce sont des points hyper importants. But in space, it becomes actually cheaper and easier over time. These are very important points. So. What you just saw there was... Ce à quoi vous venez de penser soulève une question évidente. Que fait-on après un terafab? Il ne faut pas voir petit. Excellente remarque. Comment atteindre un pétawatt est la question suivante la plus évidente. How do you get to a petawatt? Is the obvious next question. On y parvient en installant un lanceur électromagnétique sur la Lune, avec des robots Optimus, et bien sûr, beaucoup d'humains. Grâce à cela, on peut créer un pétawatt de puissance de calcul et l'envoyer dans l'espace lointain. La Lune n'a pas d'atmosphère et sa gravité représente 1/6 de celle de la Terre. On n'a pas besoin de fusée sur la Lune. On peut littéralement accélérer un objet pour qu'il atteigne la vitesse de libération depuis la surface. Cela réduit considérablement le coût de l'exploitation de l'énergie et permet de voir 1000 fois plus grand qu'un térawatt. And enables you to go 1,000 times bigger than a terawatt. L'avenir que je souhaite voir, c'est simplement de vivre assez longtemps pour voir ce lanceur sur la Lune. Ce sera incroyablement épique. Yeah. Cela devrait nous permettre d'atteindre au moins 1/1000e de l'énergie du Soleil. C'est une véritable leçon d'humilité. Mais 1/1000e de l'énergie du Soleil représenterait 1 million de fois l'économie terrestre, ce qui est une excellente perspective. Ensuite, on s'étend aux autres planètes, aux autres étoiles, et on crée l'avenir le plus passionnant que l'on puisse imaginer. Create the most exciting possible future that I can imagine.
Cette image ressemble un peu au début du film Idiocratie de Mike Judge, ouvrant la voie à une ère d'abondance incroyable. Les éléments clés de cette vision sont l'énergie durable, les voyages spatiaux, ainsi que l'intelligence artificielle et la robotique, qui apportent cette incroyable abondance. Space travel and AI and robotics that bring amazing abundance to everyone. La seule véritable voie vers une abondance incroyable est l'intelligence artificielle et la robotique. Cela ne veut pas dire que rien ne peut mal tourner, mais je pense que tout se passera bien. Ce sera un avenir que vous adorerez. C'est du moins le meilleur avenir que je puisse imaginer. It's the best future I can think of, at least. Ensuite, nous irons au-delà de la Lune, au-delà de Mars, et nous naviguerons à travers les anneaux de Saturne. Ne serait-ce pas incroyable de pouvoir acheter un voyage vers Saturne, ou plus franchement, de pouvoir simplement faire un voyage vers Saturne? Je pense que les choses seront tout simplement gratuites à l'avenir. Cela semble fou, mais avec une économie basée sur l'IA et la robotique qui représente près d'1 million de fois la taille de l'économie mondiale actuelle, absolument tous les besoins imaginables pourront être satisfaits. Si vous pouvez y penser, vous pouvez l'avoir. Je pense donc que Ian Banks, dans ses romans du cycle de la culture, a vu assez juste. Il n'aura plus d'argent à l'avenir, et l'abondance sera là pour tout le monde. Si vous pouvez y penser, vous pouvez l'avoir. C'est tout. Ce qui signifie que n'importe qui pourrait faire un voyage vers Saturne. Ce ne sera pas réservé à une poignée de personnes. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Yeah. Rejoignez-nous dans ce voyage. Aidez-nous à concevoir des puces incroyables, à fabriquer des puces incroyables, à construire 1 terawatt de puces, 1 terawatt d'énergie solaire et à placer 10 millions de tonnes en orbite chaque année. 10 million tons to orbit per year. Merci. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.